7 conneries qui les font débander. 7 attitudes, 7 comportements qui vont amener immanquablement votre partenaire à vous tourner le dos. Et contre toute attente, la plupart de ces comportements désérotisent aussi bien les hommes que les femmes. Et lorsqu'il y aura des nuances, je vous les partagerai. Sodomie la première nuit, y avez-vous réfléchi? Vous vouliez le grand amour, il a fui au petit jour. Bonjour, good morning. Je suis Bénédicte Anne, votre love coach depuis 2004. Ici, on parle toujours cash, mais jamais trash, d'amour, de célibat et de schéma relationnel. C'est parti! J'ai décidé de vous parler de ces tues l'amour parce que de nombreuses coachées me racontent comment se comportent les hommes et de nombreux coachés me racontent à quel point, alors qu'ils étaient cuits, tels des crapauds morts d'amour, ils se retrouvent face à des comportements qui d'un coup les déstabilisent. Une fois sur deux, ces comportements sont névrotiques, compulsifs, pathologiques, parfois pervers, et le reste du temps, il s'agit de sabotage. La première posture désérotisante pour tout partenaire est le fait de faire la gueule. Il y a plusieurs façons de faire la gueule. La plus classique consiste à râler, à avoir une espèce de ton bougon ou en colère et à critiquer tout ce qui arrive. Aussi bien le service que la serveuse, que la voisine de palier, que vous bien sûr, que le comportement des enfants, des environnements, des parents, etc. Tout est bon pour pouvoir cracher sa valda. En d'autres termes, cracher sa rage, sa colère, sa haine en utilisant des situations de l'environnement pour pouvoir se lâcher et en gros pour pouvoir diminuer la pression subie. L'autre façon de faire la gueule consiste à ne pas parler, ne pas sourire, et ça dure des heures, des journées, voire des semaines. Très souvent, des coachés me racontent que leur partenaire pouvait comme ça se muter dans le silence en fuyant leur regard pendant de longues périodes. Et ça pose la question suivante: comment et pourquoi avez-vous pu accepter ça? La deuxième posture, c'est la vulgarité. La vulgarité est en couple avec la grossièreté. Donc c'est une manière de s'exprimer dans un lieu public. Ça peut être un propos agressif du style « Il est frais votre jus d'orange ou c'est un jus d'orange industriel ?» Ça peut être quelque chose de plus grossier que ça. Genre « Ah bah forcément, quand on voit l'allure qu'avait la table quand on s'y assit, rien d'étonnant à ce que le café soit à l'avenant. » Ça peut être des gros mots. Je me souviens d'un coaché qui avait emmené sa date dans un restaurant d'entreprise et la fille avait sorti un florilège de gros mots dont il avait honte. Une autre coachée qui était séduite par son date avait trop bu et a vomi dans la voiture sur les chaussures du gars. Conclusion, il y en avait sur lui, sur le bas du pantalon, sur les chaussettes et dans la voiture, à l'endroit où il met ses pieds tous les jours. Je veux vous dire qu'il ne l'a jamais rappelé. Donc tous les comportements d'allumage aussi sont considérés comme vulgaires ou grossiers. Genre je suis avec toi et je m'affiche avec le voisin au restaurant, un autre gars dans la soirée, etc. Jusqu'à présent, tout ce que je vous ai dit est mixte. La troisième bêtise, entre guillemets, consiste à être soit dans la négativité, soit dans la colère, soit dans la plainte. Ça se rapproche du fait de faire la gueule, mais c'est un peu plus subtil dans la mesure où le comportement négatif n'est pas ponctuel mais permanent. Tout est vu du côté du verre à moitié vide. La colère fait aussi partie du quotidien, c'est-à-dire que votre partenaire va tout à coup piquer une crise, on ne sait pas pourquoi, aussi bien à la maison, avec les enfants, avec vous, que dans un lieu public. Et là, il va faire un esclandre. Et la dernière expression de cette posture, c'est la plainte, c'est-à-dire oui, j'ai pas de chance, au boulot, ils m'ont fait ceci, la maîtresse de l'enfant, à la crèche, la boulangère, etc. Ça tombe toujours sur eux, c'est toujours eux les dindons de la farce, etc. Ce type de comportement, la négativité, la colère ou la plainte, sont des tue-l'amour, toujours mixtes comme nous l'avons vu. Et combien de fois j'ai vu des coachés me dire c'était insupportable d'être toujours face à cette attitude négative, à cette colère ou à cette plainte. À moins d'être un sauveur invétéré ou une sauveuse invétérée, ces attitudes sont très peu supportables. Quatrième point, la victime. C'est une variante poussée de la plainte. C'est-à-dire que quoi qu'il vous arrive, vous êtes toujours celui qui se fait avoir ou celle qui se fait avoir. Vous êtes toujours la personne qui a été virée, critiquée, attaquée, agressée et en gros, vous arrivez quelque part, c'est la catastrophe. Donc c'est ce qu'on appelle un système de défense bien en place. Vous ne vous sentez vivant, vivante que dans la posture de victime. Ce qui fait que votre partenaire passe son temps à réparer vos bêtises et à gérer les dossiers administratifs. Il y a des gens qui sont des victimes directes, donc c'est annoncé, c'est clair, on le sait, c'est là.
c'est montré. Et il y a les victimes indirectes. Je pense à une de mes coachées dont la mère demande à ses voisins de faire ses papiers de femme âgée pour les assurances, la retraite, la mutuelle, la sécu, etc. Les voisins ne font que des bêtises et la fille doit réparer les conséquences de ces dossiers mal remplis, qui évidemment reviennent, il manque des pièces, ça prend du temps. Et c'est une manière sournoise d'avoir l'emprise sur l'autre, c'est-à-dire de se mettre dans une situation telle que finalement, vous passez, votre temps à réparer les dommages collatéraux générés par les comportements d'auto-sabotage / victime de la personne qui vous les impose. 5e point, c'est ce que j'appelle imposer à l'autre sa darkness. Sa darkness, c'est quelque chose que l'on cache, dont on a honte, qui est très souvent lié à une addiction, classique avec l'alcool. C'est le cas que je vois le plus souvent. Des coachés découvrent que leur partenaire est alcoolique et ne s'en étaient pas rendu compte pendant des mois, parce que l'alcoolique a mis en place des stratégies pour dissimuler évidemment son addiction. Il y a le mensonge, qui peut être une forme d'addiction. Ça veut dire que je vais mentir pour cacher une infidélité. Bon, ça c'est assez classique. Dans ce cas-là, c'est plus une addiction, c'est une infidélité tout simplement, donc une trahison. Mais à partir du moment où c'est régulier, répété, et que c'est caché, ça devient une addiction par défaut, et ça fait partie de la darkness, donc des ombres en réalité. C'est plus la nymphomanie ou l'érotomanie que je mettrais dans les addictions à la base. Mais pour en revenir au mensonge, je connais des hommes ou des femmes qui inventent des situations pour ne pas blesser leur partenaire. Et en général, c'est très souvent lié à l'ex ou à des petits échanges discutables et douteux et ambigus sur WhatsApp qui généralement ne débouchent pas sur une infidélité mais qui font du bien à celui ou celle qui les pratique. Et puis, dans le cadre du dating, il y a quelque chose que j'ai vu souvent. La personne qui veut cacher quelque chose, en général, ne cache pas là une addiction mais une disgrâce. Par exemple, très fréquemment, mensonge sur la taille, surpoids, AVC qui a laissé des traces avec une partie du visage paralysé, tache de naissance à un mauvais endroit, un défaut physique pas très sexy, selon la personne qui la cache, parce que contre toute attente, quelle que soit notre histoire, quel que soit notre corps, à chaque peau son couvercle, comme disait ma grand-mère, mais cette personne a l'impression que sa disgrâce va être mal vécue, et parfois c'est le cas, il faut aussi l'admettre, et va donc manipuler l'autre au téléphone pendant des heures et des jours pour reculer le moment de la rencontre, de façon à ce que le partenaire potentiel accepte, vu son état amoureux, la fameuse disgrâce. 6e comportement rédhibitoire, le fait de faire mal physiquement, de pincer, de mordre, de broyer les coucougnettes, pendant l'amour ou en dehors de l'amour. Je connaissais une femme qui attrapait les coucougnettes de son partenaire au cinéma ou dans un cercle social ou chez des amis par exemple, et qui les broyait. Et lui se tordait de douleur, mais n'osait pas montrer à l'environnement qu'elle était en train de lui broyer les coucougnettes. La violence peut être plus claire. Par exemple, lors de mes 30 ans, j'ai fait une fête. Ma meilleure amie de l'époque est partie dans la chambre avec son mec et l'a frappé parce qu'il avait maté une des filles qui était là. Généralement, le fait de pincer ou de mordre se passe plutôt pendant la relation sexuelle. Je me souviens d'un client dans mon agence de rencontre qui était quitté régulièrement et un jour je lui ai dit « Vous savez monsieur, quand vous cesserez de mordre les mollets des femmes pendant l'acte, peut-être que vous aurez moins de problèmes relationnels. » C'était évidemment elle qui avait cafeté. Quant au fait de pincer, moi j'ai vu des hommes qui étaient capables d'attraper la joue dans une espèce de geste pseudo-tendre et de pincer fort comme peut le faire un parent punitif. J'ai vu aussi des femmes qui foutent des baffes très facilement. Donc comme vous pouvez le constater, ces comportements-là sont finalement totalement mixtes. Et comme les femmes n'ont pas d'érection, on peut remplacer le mot débandé par être désérotisé. Le dernier point, c'est ce que j'appelle une hygiène douteuse. Ça commence par le fait de puer de la gueule, entre guillemets. Alors puer de la gueule, ça peut venir de ce qu'on a mangé, d'une mauvaise digestion, d'un problème de dents, d'une mauvaise hygiène tout simplement. La caricature inverse étant les mecs qui, dans la voiture, avant de vous embrasser, vous proposent un kiss cool ou vous demandent si vous voulez un chewing-gum. Les gens qui puent de la gueule ne s'en rendent pas toujours compte. Il suffit pourtant de mettre la main devant la bouche, de souffler et de voir ce qu'il en ressort. Il y a 2 odeurs qui ne donnent pas envie d'embrasser. C'est le tabac froid. Donc là, évidemment, c'est assez compliqué parce que même quand on ne fume pas, l'odeur vient des poumons et passe par le souffle. Et l'alcool, quand il y en a un qui boit et pas l'autre. Et bien sûr, tous ces moments où la digestion est difficile. Mais ça, à la limite, quand on se lève le matin, on se doute bien qu'on sent pas la rose. Quand on sort du resto et qu'on a mangé des trucs épicés, on s'en doute aussi. Mais si on est 2 à avoir bu et mangé la même chose, c'est pas forcément un problème. Je dirais que le pudlag, entre guillemets, c'est quelque chose qui peut se gérer. Mais ce qui ne se gère pas, c'est l'odeur de petite fille négligée quand le monsieur s'approche de trop près de l'intimité de la dame. Et il y a des femmes qui trouvent complètement normal qu'on vienne honorer leur bas-ventre après une journée sans s'être rafraîchi. Il y a des hommes aussi qui exhibent une belle érection préapique, mais qui s'accompagnent d'une odeur telle que c'est pas
possible. Il y a aussi des hommes qui sont propres mais dont le pantalon garde des odeurs. Et ça, c'est plus masculin. Et je le sens au sport. Des hommes qui remettent le t-shirt de la veille. Et on sent la différence entre une odeur de transpiration fraîche et une odeur de transpiration rance. On sent lorsque les gens marchent dans la rue et qui sont des travailleurs de chantier, par exemple, que le t-shirt, même s'il y a eu une douche, est celui de la veille. On sent les gens qui fument et qui n'ont pas changé leur drap de lit ou qui ont laissé leur manteau à l'intérieur au lieu de le mettre sur le balcon. On sent les gens qui font une toilette de chat. On sent aussi les gens qui trouvent normal de laisser l'autre approcher de leur corps alors qu'il n'est pas d'une grande fraîcheur. Bref, moi je suis extrêmement sensible aux odeurs et combien de fois j'ai commencé un flirt dans d'autres vies et je me suis arrêtée soit pour la laine, soit pour une odeur de dessous de bras qui était pas l'odeur à laquelle on pouvait s'attendre, soit tout simplement parce que l'odeur de l'autre ne me convenait pas. Et là, ça nous amène quand même à la notion de stress. Dans les cabinets de recrutement, lorsque le chasseur de tête ouvre la porte, il y a une odeur aigrelette, une odeur acide qui est celle du stress et qui n'a rien à voir avec l'odeur naturelle de cette personne. Et je me souviens d'un de mes clients dans mon agence de rencontre qui était sorti avec une fille malgache mais qui était blanche de peau mais qui avait des ancêtres colorés et qui, lorsqu'elle sortait de la douche, avait l'odeur normale mais dont l'odeur évoluait au fur et à mesure du temps et à un moment donné devenait pour cet homme submergente alors que probablement d'autres hommes l'auraient adorée. Et je me souviens aussi d'une de mes amies quand j'avais 15 ans qui avait une très très forte odeur que j'avais du mal à supporter et quand elle m'empruntait un vêtement, j'avais beau le laver, il restait imprégné de son odeur. Alors qu'il y a des odeurs excitantes et c'est ça le paradoxe, c'est qu'il n'y a aucune règle en la matière. En conclusion, comme vous pouvez le constater, ces 7 comportements sont totalement mixtes, sauf peut-être les hommes qui ont généralement plus tendance à se négliger que les femmes, ce qui n'exclut pas qu'il y ait des femmes peu soigneuses en termes de ce qu'elles imposent à l'autre, mais ce qui nous intéresse nous, c'est pourquoi ceux qui ont ces comportements le font et pourquoi les autres les acceptent. J'ai encore un exemple, je sortais avec un garçon qui ne sentait pas vraiment mauvais mais pas très bon. Et un jour, je prends ma douche juste après lui et je constate que le savon était sec. Et je lui dis, tu t'es lavé? Il me dit oui. Je lui dis, mais le savon est sec. Il me dit, mais je me lave à l'eau. Et c'est pour ça qu'il sentait pas vraiment mauvais, mais pas vraiment bon. C'est parce que il se lavait à l'eau. Et pourquoi se lavait-il à l'eau? Parce que sa mère était décédée quand il avait quelque chose comme 8 ans. Et je pense qu'il n'avait jamais appris à se laver au savon. Donc c'est toujours intéressant de savoir pourquoi les gens ont ces comportements. Là, je parlais bien sûr des odeurs, mais ça fonctionne pour toutes les attitudes que j'ai décrites. Pourquoi quelqu'un vous impose ça? Parce qu'il y a une raison. Et votre enjeu, si vous êtes vraiment motivé, c'est de trouver la raison. Ou de venir me voir avec la personne. On va gagner du temps. Il y a donc celui qui vous impose ça, probablement pour se venger, pour vous punir, ou parce qu'il ne sait pas, elle ne sait pas. Et il y a aussi, bien sûr, ceux qui font ça pour se saboter. C'est-à-dire qu'ils ne veulent pas être heureux dans leur vie amoureuse. Et puis de l'autre côté, il y a vous, bien sûr. Vous qui acceptez, qui avez été programmé pour finalement avoir une grande capacité de tolérance, d'endurance au stress, à l'abus, à la maltraitance, ou qui, en bon gars, bonne fille, veut donner beaucoup pour recevoir des miettes. Parce que pour être aimé, pour être reconnu, pour exister dans le regard de l'autre, que n'accepterions-nous pas? Merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. Il y en aura 2 par mois, les 2e et 4e vendredis du mois. Vous trouverez des infos sur mon site internet www.benedictanne.fr. J'ai aussi une chaîne YouTube dans laquelle vous trouverez plein de contenus. Merci de mettre un commentaire positif pour encourager les podcasts à venir. À dans 2 semaines.